Giorgia Meloni, Premier ministre italien, vient de rendre visite à Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington, D.C. Et apparemment, ça s'est très bien passé. Alors peut-être que ça va être une ouverture vers d'autres chefs d'État européens qui pourront le faire de la même façon. Bonsoir, c'est John et bienvenue à tout ce qu'on va faire sur Point de rupture. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, il s'agit de vendredi saint. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard dans tout ce qu'on va dire. Allez, on va prendre un café ensemble et ensuite on va rentrer et approfondir tous les sujets. Au sommaire, aujourd'hui, on va toucher dans la première partie au sujet d'actualité, dont Meloni à la Maison-Blanche. On va également parler de tout le combat qu'a Trump en ce moment avec la Federal Reserve ainsi que le président de la Federal Reserve, Jerome Powell. Et on va parler également de la jurisprudence aux USA et les conséquences que ça a, mais pas seulement aux USA, parce que même en Europe, on dirait qu'il y a une augmentation du pouvoir des juges. Donc ça sera dans la première partie. Dans le sommaire, dans la deuxième partie, on va rappeler ce que représente Vendredi Saint et certains chiffres en ce qui concerne ce qui s'est passé il y a 2000 ans, etc. Donc ça sera assez important. On va toucher également à tous les enseignements du docteur Richard Louis Miller, qui est un psychologue clinique et qui est très positif et qui donne toujours des conseils sur comment on devrait vivre pour améliorer notre vie quotidienne. Et dans la troisième partie, on va toucher à quelque chose qui, à mon avis, est complètement dingue. Je ne sais pas si je dois y croire ou pas, mais je le tiens de sources que la plupart du temps sont très sérieuses, y compris des vidéos de la Maison-Blanche qui officiellement n'ont parlé, mais on a l'impression d'être dans la science-fiction, réellement. On va parler de téléportation, de voyage à travers le temps, de la maîtrise du temps et de l'espace, des trucs vraiment dingues. Alors, on va voir ça ensemble tout à l'heure. OK? Alors, tout d'abord, parlons de la visite de Giorgia Meloni avec Trump. Apparemment, ça s'est très bien passé. Ils ont été d'accord sur énormément de choses. Giorgia Meloni, d'ailleurs, ça a été repris par la télé italienne, s'est engagée. Je n'ai pas vu ça sur la télé américaine ou sur la télé française. Bon, je ne regarde pas tous les trucs, hein. Mais j'ai vu ça en italien sur le fait que Giorgia Meloni s'est engagée à ce que l'Italie dépense 2% de son budget sur la défense pour l'Italie. Alors ça, c'est un phénomène que Trump exigeait au moment où il disait qu'il fallait que les pays européens payent leur part pour l'OTAN. Alors maintenant, je ne sais pas si ça a autant de valeur qu'auparavant pour quelqu'un comme Trump, parce que il semble s'éloigner de plus en plus de l'OTAN et on a l'impression que l'Amérique va quitter l'OTAN. Ceci dit, Trump peut toujours annoncer des choses, mais il faut, comment dirais-je, il ne faut pas le prendre littéralement, mais il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est une tendance vers laquelle il va, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire les choses exactement littéralement de cette façon-là. Il garde toujours ouvert ses possibilités pour s'adapter en fonction de la réalité du moment. Donc, qu'est-ce que ça va donner exactement? On ne sait pas. Mais on pouvait voir qu'il y avait une très bonne entente entre les deux. Trump souriait beaucoup. Il disait à quel point il respectait Meloni, qu'il considère que Meloni est une grande amie et ça rapproche énormément l'Italie des États-Unis et que ce qu'elle est en train de faire est unique. Et il a souligné également, surtout, et ça c'était intéressant, que la plupart des autres pays européens ont presque une baisse ou une croissance insignifiante de leur économie, alors que l'Italie en ce moment est en train de dépasser, mais de loin, tous les autres pays de l'Europe de l'Ouest en termes de croissance, en termes de prise de position, etc. Ils ont parlé également du fait que l'Italie a pris de bonnes mesures pour contrôler l'immigration sauvage, alors que le reste de l'Europe reste une passoire sur ce plan-là.
Comme on sait que c'est un des thèmes préférés de Donald Trump, c'est pas étonnant qu'il ait fait féliciter Giorgia Meloni là-dessus. Alors, Giorgia Meloni a également parlé du fait qu'elle a invité Trump à venir bientôt en Italie, à Rome, pour la rencontrer là-bas. Et Trump a dit oui. Et ce sera son premier voyage en Europe, pour ainsi dire. Meloni en a profité pour dire, et peut-être que vous pourrez rencontrer d'autres chefs d'État européens à Rome. Bon, c'était très habile de la part de Meloni de dire ça, parce que d'un seul coup, ça met l'Italie en position de force, et de dire que les rencontres entre l'Amérique et l'Europe, entre les deux côtés de l'Atlantique, ne vont pas se faire à Bruxelles, mais vont se faire à Rome. Donc elle est en train de prendre les devants. Le langage diplomatique est extrêmement important dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Trump a dit oui, et quand elle a dit, et puis dans ce cas-là, vous rencontrerez les autres pays européens pour voir ce que vous pouvez faire avec tous les autres chefs d'État européens, comment transformer toutes nos relations en relations positives. Et là, Trump a eu un sourire narquois, il a dit ouais. Donc, on voyait par sa réaction qu'il n'avait pas du tout le même respect pour les autres chefs d'État européens qu'il avait pour Giorgia Meloni. Et Giorgia Meloni était intelligente également dans le fait, parce qu'elle sait que Trump va réagir positivement à ce genre de choses, elle a repris le grand slogan de Trump, et Meloni parle très bien anglais, hein. Elle n'a pas cet accent extrêmement épais qu'a Emmanuel Macron en anglais, même si Emmanuel Macron parle anglais, et le parle bien, mais à cause de son accent, on a du mal à le comprendre parfois, et ses structures. Et Meloni, elle a dit, au lieu de dire « Make America Great Again », elle a dit « Ensemble, on peut make the West great again ». Donc, elle a rapproché l'Italie d'abord, mais éventuellement tous les pays européens des États-Unis, en les appelant une entité, c'est-à-dire l'Ouest, et de rendre l'Ouest grand de nouveau. Donc c'est quelque chose qui, sans doute, va avoir des conséquences extrêmement positives, mais à suivre. Maintenant, un deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, qui me semble important, c'est ce que Trump est en train de chercher à faire avec Jerome Powell, qui est à la tête de la Federal Reserve. Bon, il faut comprendre que Trump n'est pas content du tout des positions de Jerome Powell sur la Federal Reserve. C'est-à-dire sur la Federal Reserve qui définit les taux d'intérêt bancaires aux États-Unis. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui est... La Federal Reserve est privée. C'est une association des banques principales aux États-Unis et qui définissent des choses en dehors de tout. Alors, Trump est en train de critiquer Jerome Powell en permanence sur son Truth Social, qui est sa chaîne en ligne, et il appelle trop tard. Il appelle Jerome Powell tout le temps trop tard. Il considère qu'il fait les choses très en retard. Trump a dit que la Banque centrale européenne a baissé les taux d'intérêt déjà 7 fois d'affilée. Ça ne baisse pas toujours de beaucoup, mais c'est 7 fois d'affilée qu'ils ont baissé pour stimuler l'économie. Et pour Trump, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt ont besoin d'être baissés? En dehors du fait de stimuler l'économie, de faire tout ceci, parce que ça va relancer la bourse d'une façon grandiose. Ceci dit, elle a déjà rebondi par rapport à la baisse qu'il y avait eu lors des premières annonces sur les tarifs douaniers. Mais si on baisse les taux d'intérêt, ce qui va se passer, c'est que ça va baisser la dette du gouvernement américain. Et Trump considère que ça, c'est une priorité parce qu'on ne peut pas continuer. Il a cet instinct d'homme d'affaires et pas de technocrate gouvernemental. Et un homme d'affaires, il a besoin d'équilibrer le budget de sa boîte.
Il ne peut pas continuer à l'endetter en permanence, parce que ça va droit à la faillite. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Donc lui, il veut réduire la dette, il veut réduire l'endettement de façon générale, ce qui est un problème dans beaucoup de pays occidentaux également. Mais en attendant, il voit une des façons les plus importantes à le faire, c'est en baissant les taux d'intérêt. Mais c'est vrai que Jerome Powell traîne un peu les pieds là-dessus. Alors, le mandat de Jerome Powell se termine en 2026. Mais 2026, c'est déjà l'année des élections du Congrès et d'un tiers du Sénat. Hein. Tout le Congrès est renouvelé tous les 2 ans. Et le Sénat, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans et un tiers du Sénat est renouvelé tous les 2 ans. Et donc, Trump ne veut pas que le Congrès et le Sénat perdent dans 2 ans, parce que si il perd le Congrès, si le Congrès n'est plus républicain, ou si le Sénat n'est plus républicain, le Sénat, il y a de fortes chances qu'il reste républicain, mais le Congrès est bien plus serré. Et dans ce cas-là, il va perdre un temps fou, parce que si le Congrès est entre les mains, la Chambre des représentants est entre les mains des démocrates, ils vont recommencer les impeachments, les attaques en justice contre Trump. Ce qui fait perdre un temps fou, et c'est ce qui lui a fait perdre énormément de temps pendant son premier mandat, il y a un peu plus de 4 ans. Donc là, il ne veut pas qu'on perde du temps dessus, donc il va sans doute vouloir faire des pressions sur Jerome Powell pour qu'il parte plus tôt. Mais en même temps, et ça je vais rentrer dans le sujet tout à l'heure au niveau jurisprudence, c'est une préoccupation aux États-Unis, parce que la Federal Reserve, la Fed comme on dit, est indépendante du gouvernement, mais c'est normal que le gouvernement puisse avoir un effet dessus. D'ailleurs, la Fed n'existe que depuis 1913, quand il y a eu sa création, et dans la foulée, il y a eu le 16e amendement avec l'impôt sur le revenu, parce que la Fed, il fallait qu'elle soit payée. Donc, quelque part, la Fed est à la source de tous les maux. Mais l'exécutif, la branche exécutive du gouvernement américain, n'est pas celle qui, dans la Constitution, lui donne le droit de s'occuper de tout ce qui est monétaire. Vous voyez, officiellement, aux États-Unis, l'impression de monnaie appartient à la branche législative. Donc, si Trump va agir contre Jerome Powell ouvertement et chercher à le virer, est-ce que ça ne va pas créer un genre de crise? On va dire que Trump est en train d'usurper les droits de la branche législative et les prendre et les donner à la branche exécutive. Ça c'est un débat qui existe en permanence aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que Trump ne va pas le faire, parce qu'il peut toujours être surprenant, ou il peut annoncer qu'il va le faire, ne va pas le faire des pressions sur le Congrès pour que le Congrès le fasse, discréditer Jerome Powell, on le voit qu'il est en train de le discréditer à fond, c'est ça, on le voit, ça c'est évident. Et Jerome Powell n'est pas un fan de Trump non plus. Il a critiqué Trump sur les tarifs douaniers, sur pas mal d'autres choses, etc., mais c'est normal. Il représente le côté financier, toutes les banques et tout ce que ça représente sur ce plan-là. Et c'est là où je vais aborder le troisième thème de l'actualité, qui est la jurisprudence aux États-Unis. Aujourd'hui, mais c'est vrai aux États-Unis, mais c'est également vrai en Europe, on voit de plus en plus de force dans la justice par rapport au législatif et à l'exécutif. En France, on voit que la partie judiciaire du pays est en train de prendre la force d'une façon intense. En Europe, n'en parlons même pas. Regardez après les jugements qu'il y a eu par rapport à la justice européenne contre ce qui se passait en Roumanie au niveau des élections, où ils ont annulé les élections, où ils font ce genre de choses. Et en Amérique, il y a de plus en plus de pouvoir, chez des petits juges même,
qui d'un seul coup s'oppose aux décisions de Trump de donner l'ordre pour expulser les membres des gangs qui sont des immigrés illégaux d'autant plus et qui sont des dangers publics. Et tout simplement, par simple décision d'un petit juge, les choses sont suspendues. Alors, c'est sûr que après, Trump peut pousser ça pour que ça arrive éventuellement à la Cour suprême, mais la Cour suprême ne va pas pouvoir s'occuper de chaque chose, c'est limiter les choses qu'elle va entendre, et en plus, ça va prendre entre 8 mois et 1 an et demi la plupart du temps, et dans la politique à Trump de pouvoir se débarrasser d'une migration illégale et dangereuse, ça va complètement à l'encontre de ces politiques. Et donc, ça, il faut comprendre qu'il va vouloir prendre des décisions, mais est-ce qu'elles vont pouvoir être mises en place ou pas de cette façon-là? La jurisprudence aujourd'hui, et moi je suis très attaché personnellement à la notion de jurisprudence, parce que plutôt que d'avoir des lois canoniques établies et forcées, et c'est le cas du droit napoléonien, pour rappel, le droit napoléonien, pour le simplifier, c'est que vous avez le droit de faire tout ce qui est autorisé, alors que dans le droit commun, dans le common law, par jurisprudence, on a le droit de tout faire, sauf ce qui est interdit. C'est une grande différence. Dans le deuxième cas, il y a bien plus de place pour la créativité, pour l'innovation, pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, plus le pouvoir va aller vers des juges, vers la partie judiciaire, vers la jurisprudence, moins il y aura de pouvoir entre les mains du peuple. Parce que aujourd'hui, si on est accusé de quoi que ce soit, ça coûte une fortune pour se défendre, pour aller en justice, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ça peut coûter jusqu'à des millions, ce que la plupart des gens n'ont pas. Et moi, j'ai remarqué une chose, et c'est vrai également en France, pas dans la même mesure, mais quand même, c'est vrai, c'est que au fur et à mesure que la partie judiciaire a une croissance, le coût de la justice, c'est-à-dire le prix des avocats, est parti en flèche vers le haut. Donc, quelque part, si les avocats deviennent tellement chers que la plupart des gens ne peuvent même pas se permettre de se les payer, eh bien, est-ce que ce n'est pas déjà une justice à double niveau, où il y aura une justice pour les nantis qui peuvent se permettre d'avoir ces avocats, et une justice pour tous les autres qui ne peuvent pas se le permettre. Donc je crois que ça, c'est un phénomène qui existe surtout dans les pays occidentaux. Je ne vois pas de problème de jurisprudence dans tous les autres pays. Alors vous allez me dire, ben oui, mais est-ce que c'est bien ou mal? De nouveau, je vous ai dit, je suis très attaché à la jurisprudence, mais ça m'effraie le fait de voir qu'elle commence à coûter aussi cher. Alors, comme vous le savez, dans nos points de rupture, la première partie est sur les faits d'actualité. Mais les faits d'actualité, ça influence le présent. Alors que pour chercher à influencer l'avenir et comprendre l'avenir, on a besoin de passer aux principes et aux valeurs qui nous animent. Donc ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de certaines choses, comme on est vendredi saint, le 18 avril, je voudrais quand même vous parler du vendredi saint et de ce que ça représente, mais très rapidement. Le vendredi saint, pourquoi est-ce qu'on appelle le vendredi saint, qui est d'ailleurs un jour férié aux États-Unis. Le lundi de Pâques n'est pas un jour férié aux États-Unis, parce que le lundi de Pâques, il n'y a pas de relation religieuse quelconque. Ça a été rajouté seulement après Pâques, parce que Pâques tombait toujours un dimanche. En France, pour avoir un jour férié lié à Pâques. Mais aux États-Unis, c'est le vendredi saint qui est un jour férié. Et là, il y a les grands débats entre les influences protestantes et catholiques par rapport à ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Moi, je voulais seulement dire des choses sur lesquelles on est d'accord. Et cette année, c'est spécial parce que le vendredi saint et Pâques tombent le même jour chez les chrétiens de l'Ouest, aussi bien catholiques que protestants, que chez les orthodoxes. La plupart du temps, ce n'est pas le même jour, et ça peut être à 2 semaines, 3 semaines.
4 semaines de différence, parce que les orthodoxes fonctionnent selon le calendrier julien, alors que les chrétiens occidentaux fonctionnent selon le calendrier grégorien. Mais peu importe, là les idées reviennent aux mêmes. Selon l'histoire et selon les traditions, Jésus est mort sur la croix et il est mort à 15 heures, c'est-à-dire à 3 heures d'après-midi. Après, il y a beaucoup de choses qui sont censées être passées. Il y a eu la déchirure du voile devant le temple, le ciel s'est obscurci, etc., etc. Mais Jésus est mort. Et il est resté mort, la plupart du temps, on nous dit pendant 3 jours. Mais ce n'est pas vraiment pendant 3 jours. On dit que c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Et ça, c'est bien plus proche de la vérité. Parce que s'il est mort le vendredi à 15 heures, de 15 heures le vendredi jusqu'à minuit, il y a 9 heures. Ensuite, il y a toute la journée du samedi qui fait 24 heures. 9 heures plus 24 heures, ça fait 33 heures. Et ensuite, on trouve le tombeau ouvert et vide à 7 heures du matin. Et donc, on rajoute 7 heures à 33 heures, ça fait 40 heures. Donc, Jésus restait mort pendant 40 heures. Alors, ce chiffre de 40, on le retrouve à travers toute la Bible, en permanence. C'était pendant 40 jours et 40 nuits qu'il a plu à l'époque de l'arche de Noé. Jésus est allé dans le désert pour commencer son ministère, etc., pendant 40 jours. Le peuple d'Israël, après la fuite de l'Égypte, a erré pendant 40 ans dans le désert. Le chiffre 40 revient en permanence. Et là, on le voit de nouveau. Et c'est 40 jours après Pâques qu'il y a l'ascension. Donc, on voit ce chiffre 40 qui revient. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui pourraient en retirer énormément de choses, mais moi, je trouve ça néanmoins intéressant. Et il fallait le préciser. Donc, là, on est en train de fêter tout ça. Aux États-Unis, parce qu'on a le droit de parler de la foi quand même bien plus. On sait qu'en Europe, ça devient de plus en plus difficile, surtout de la foi chrétienne. En Angleterre, maintenant, c'est devenu une offense passible de peine financière et de prison allant jusqu'à 2 ans que de prier en public, même silencieusement. C'est-à-dire, on devient déjà... C'est 1984, c'est curieux, parce que George Orwell était de surcroît anglais, et qu'on appelle ça the thought police en anglais, c'est-à-dire la police de la pensée. C'est que d'un seul coup, on est en train de juger les gens pour ce qu'ils pensent. Ils ne sont même pas obligés d'articuler les mots d'une prière, mais si on les accuse d'être en train de penser et on leur pose la question, ils sont censés dire la vérité, et donc là, on peut les condamner de ce fait-là. Ça c'est assez grave. Mais laissons ces choses-là de côté et regardons peut-être des choses un peu plus positives de ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai bien toujours cherché des influences et des inspirations positives de beaucoup de gens. Même de grands psychologues comme Carl Jung, comme d'autres personnes, etc. Et là, je suis tombé sur le docteur Richard Louis Miller en anglais, et il a beaucoup de choses très intéressantes à nous dire. Alors, comme d'habitude, on va poser des questions à ChatGPT sur qui il est et ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que nous dit ChatGPT, seulement pour que vous le connaissiez également. Le docteur Richard Louis Miller est un psychologue clinicien américain, auteur et animateur, reconnu pour son approche novatrice de la santé mentale et physique qu'il développe depuis plus de 6 décennies. Il faut que je vous dise qu'il a 86 ans, le bonhomme, et il est en pleine forme encore, aussi bien mentale que physique, etc. Alors, parcours et contributions majeures, nous dit ChatGPT. Titulaire d'une licence de psychologue en Californie,
Le docteur Miller a enseigné à l'université du Michigan et ensuite à Stanford. Il faut que vous sachiez que Stanford est une des plus grandes universités américaines située dans la Silicon Valley et qu'autour de Stanford ont été créés pas mal d'instituts de recherche, etc., dont le Hoover Institute, dans lequel il y a parmi les plus grands penseurs qui existent. Donc Stanford est quelque chose d'extrêmement important. OK. ChatGPT nous dit également, il a également été membre fondateur de la California School of Professional Psychology et de l'Institut Gestalt de San Francisco. En 1972, il a fondé le Health Sanctuary at Wilbur Hot Springs, un centre de bien-être combinant sources thermales naturelles et thérapie holistique, axée sur la dignité, le respect et la bienveillance. Donc vous voyez, déjà en 72, il était en avance sur son temps par rapport à des gens qui liaient le bien-être physique, le bien-être mental, le bien-être psychologique et tout cela. En 1980, de nouveau, ça fait un bout de temps, il a lancé le programme Coke-Enders, Alcohol and Drug Program, qui a permis de désintoxiquer plus de 1500 personnes sans recours à la médication ni à l'hospitalisation, atteignant un taux de réussite de 86% sur 2 ans, qui était un record à l'époque. Alors je crois que c'est important de regarder avec plus d'intérêt des gens comme Dr. Richard Lewis Miller. Et aujourd'hui, on pourrait le perdre et qu'il se noie dans tout cet élan positiviste qui peut exister. Et une des choses que nous dit le docteur Richard Lewis Miller, et j'aime bien parler de ça parce que je vais être obligé de préciser certaines choses, il dit on a besoin d'une purpose in life. Purpose in life. Alors, si on demande ce que c'est qu'une purpose en français, selon les traductions, ça nous donnera une traduction comme but, ça nous donnera une traduction comme raison d'être, comme, sans prétention aucune, je considère maîtriser le français aussi bien que l'anglais. C'est deux langues que je parle pas trop mal, disons, et dans lequel j'ai pas mal de connaissances parce que j'ai énormément lu de littérature, de livres d'une façon générale, aussi bien en anglais qu'en français. Donc je me suis fait une compréhension des deux langues, et là je m'aperçois de ce qui existe entre toutes les langues, c'est qu'il y a certains mots qui sont intraduisibles. Il y a même des phrases qui sont intraduisibles. Après, c'est encore pire si on parle du russe ou de l'espagnol ou de l'allemand ou d'autres. Mais là, je vais seulement parler entre le français et l'anglais. Pour moi, purpose in life, purpose dans la vie, on le traduirait par plusieurs mots. Et j'aimerais bien que vous reteniez tous ces mots différents. Le premier, c'est un sens. Purpose in life, c'est un sens à la vie. C'est également une raison d'être. Mais raison d'être, c'est trop statique pour moi. C'est pour ça qu'il faut quelque chose d'un peu plus dynamique. Mais il y a quand même cette notion raison d'être, d'ailleurs qu'on utilise en anglais. Hein. Les Américains utilisent l'expression raison d'être, comme ils le disent. Mais il y a également le sens de mission. Pas seulement une raison d'être, c'est pas seulement existentiel, mais c'est quelque chose qui vous fait bouger vers quelque chose. Donc, il y a un sens de mission et il y a également un but dedans. Donc, le purpose in life, selon le docteur Miller, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Pas d'une façon hédoniste, pas seulement pour le plaisir, mais quelque chose qui nous donne un sens de satisfaction d'avoir fait quelque chose qui est bien. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Et Dr. Miller, dans ses conférences, nous dit par exemple que Churchill construisait des murs de pierre dans son jardin. Bon, c'était plus qu'un jardin, hein, c'était énorme, etc. Mais il construisait des murs de pierre parce que ça lui donnait un sens
de satisfaction, de construction. Et je crois qu'on peut tous tirer un sens de satisfaction dans des plaisirs de tâches simples, bien faites. On peut tirer une satisfaction dans le fait de faire quelque chose chez soi, soit de bricoler quelque chose et de bien le faire. Ou pour ceux qui sont vraiment enclins au bricolage, c'est plus mon cas. C'était dans le temps, mais après, ça m'a moins intéressé. Ou pour les gens qui aiment bien la mécanique, de réparer leur voiture et que tout tourne rond et que on apprécie le bruit du moteur et des choses comme ça. Ou même de faire le ménage très bien chez soi. Ou de bien laver la vaisselle et de bien ranger tout ceci. L'exemple que Jordan Peterson utilise et qui lui vient d'un amiral qui en parlait toujours, c'est de faire son lit le matin. Ça donne une sens de réalisation, d'accomplissement de quelque chose qui renforce ce purpose in life, ce sens, cette raison d'être, ce sens de mission, un but dans tout ceci. Donc c'est très important d'avoir du sens à la vie. Mais il y a des choses qui vont combattre notre recherche au sens de la vie. Des choses qui trop facilement nous enlèvent notre capacité à maîtriser des choses de la vie et qu'on va se retrouver à blâmer quelqu'un d'autre en permanence. Une de ces choses-là, pour moi, qui existe, et c'est peut-être pas par hasard, sans vouloir éveiller des esprits complotistes, mais c'est cette notion qui existe depuis des décennies de réchauffement climatique. Et ça fonctionne à l'inverse, le réchauffement climatique. Bon, maintenant, on ne dit même plus un réchauffement, on dit un changement climatique. Mais moi, je me souviens, dans les années 70, on parlait qu'on allait rentrer dans un refroidissement. Il y a même des films qui ont été faits où, en l'espace d'une heure, tout gèle et tout ça, etc. C'était phénoménal. Et donc, tant que on focalise les gens sur des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser du tout, ça fait que les gens vont blâmer les autres. Ils vont blâmer quelqu'un d'autre qui ne fait pas certaines choses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous voyez, j'étais en train de regarder quelque chose, et il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, au cours de quelques dernières années, le taux de réchauffement climatique est de 0,00056 degrés par an. Et on dépense, ne serait-ce qu'en France, 40 milliards d'euros pour combattre ceci. Donc, si, toutefois, c'est de la spéculation, le réchauffement devait continuer à ce rythme-là, ça veut dire que ça prendrait 18 000 ans pour réchauffer la Terre d'1 degré. Et on dépense 40 milliards d'euros pour faire ceci. Alors, le danger, c'est que ça nous oblige à blâmer les autres pour quelque chose. Dans ce cas-là, les autres ne font pas ce qu'il faut. Donc, ça ne me regarde pas. Moi, je ne peux pas me défendre là-dessus. Donc, ce que le docteur Miller dit, c'est que il faut arrêter de blâmer les autres. Alors, comment arrêter de blâmer les autres ? Il faut arrêter de penser aux autres négativement. Parce que si on pense aux autres négativement, il y a de fortes chances qu'on pense à soi-même négativement. Et si on pense à soi-même négativement, on est en train de s'alimenter du négatif en permanence. Alors, ce que lui recommande, c'est qu'on cherche à identifier 3, 4 ou 5 choses qu'on aime chez soi. Et il faut les écrire afin qu'on se les dise tous les jours, 1, 2, 3, 4 fois par jour, 5 fois par jour, 3, 4 ou 5 choses, des choses que vous aimez chez vous-même. Ça peut être des choses aussi bêtes que vous aimez vos cheveux, ça peut être que vous aimez votre sourire, ça peut être que vous aimez votre ligne, ça peut être que vous aimez votre force, ça peut être que vous aimez
votre honnêteté, ça peut être que vous aimez votre sincérité, ça peut être que vous aimez votre intention de bien faire envers les autres, ça peut être que vous aimez le côté tendre que vous pouvez avoir envers d'autres personnes. Bref, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez, mais identifier plusieurs choses comme ça que vous allez répéter tous les jours. Et le docteur Miller, il dit, ben, si vous le faites comme ça tous les jours, et si vous en faites 5 par jour, au bout d'un mois, vous en avez fait 150. Au bout d'un an, vous en avez fait 1800. Et donc ça, c'est quelque chose d'immense. Il dit, à force de le faire de cette façon-là, ça va rééquilibrer les choses par rapport à tout le côté négatif que vous pouvez entendre chez vous. Donc c'est très important de le faire. Et moi je crois qu'il a raison. Il a eu énormément de succès dans le fait de, plutôt que de focaliser sur les fautes que les gens faisaient, il a focalisé sur ce qu'il y avait de bien chez eux et leurs problèmes dans tout son programme contre l'alcool et la drogue et tout ça, qui a permis de désintoxiquer plus de 1500 personnes sans recours à la médication et à l'hospitalisation, et ça a été un taux de réussite de 86% sur 2 ans, ben c'est significatif. Et tout simplement parce qu'il a réussi à les amener à focaliser sur quelque chose de positif. Alors, il rajoute, le docteur Miller, qu'il faut faire attention à tout ce que vous dites. Il ne s'agit pas de se condamner par la parole. Même si vous avez mal au dos, il ne faut pas dire « j'ai mal au dos ». Vaut mieux dire « je sens que mon dos va mieux ». Dites des choses positives sur vous-même en permanence. Plutôt que de dire « ah ben j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds », dites ben, « j'ai quand même des pieds, des jambes qui me permettent de circuler, de bien fonctionner ». Si vous dites « ah j'ai mal à la gorge, etc. », malgré mon mal de gorge, j'ai la capacité de bien pouvoir parler, de pouvoir faire des choses, mon larynx fonctionne, etc. etc. Il s'agit de chercher à se dire des choses positives en permanence. Sinon, vous augmentez le mal. Si vous focalisez et vous répétez des choses qui ne vont pas, ça ne va pas dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est plus difficile qu'on le croit, non, mais je ne veux pas nous condamner, mais dont on a besoin de s'occuper et de corriger parce qu'on se trouve tous assez assujettis à répéter des choses qui nous font mal parce qu'à force de les répéter, on finit par y croire. Donc c'est quelque chose de fondamental à faire. Donc, je vous engage à faire ça. Et je le rajoute à quelqu'un qui on avait répondu à son commentaire, un jeune de 25 ans, je crois qu'il s'appelait Loïc l'autre jour, et j'aimerais bien rajouter à tout ceci que c'est très important de se dire des choses très positives tous les jours, 3, 4, 5 fois. Pas seulement de les répéter bêtement, mais de les ressentir profondément. Il faut que ça fasse vibrer votre âme quelque part. Et si vous commencez à fonctionner de cette façon-là, ben vous allez prendre la vie en main. Je sais, moi je parle sans arrêt aussi de tous les problèmes qu'il y a sur le plan politique, dans l'actualité et ailleurs. Mais on a besoin de prendre le temps pour se construire soi-même. Alors nous voilà dans notre troisième partie, cette troisième partie de notre point de rupture, où on aime bien réagir sur des choses qui nous interpellent dans les informations, mais sur des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de quelque chose que j'ai vu sur Redacted. Redacted, en anglais, littéralement, ça veut dire expurger. Et c'est une organisation très sérieuse où c'est un mari et sa femme. Je ne sais pas s'ils sont encore au Portugal ou s'ils sont revenus aux États-Unis maintenant, parce que pendant un certain temps, ils avaient quitté les États-Unis pour être au Portugal parce qu'ils voulaient un peu plus de liberté pendant l'ère Biden surtout. Mais Clayton Morris, qui est le monsieur de ça, est un journaliste d'analyse très respecté aux États-Unis et respecté de façon générale par beaucoup de gens. Il est souvent invité par
Tucker Carlson, d'autres personnes dans le genre également. Et lui, il avait été sur CNN, sur Fox News, jusqu'à ce qu'il en ait marre d'avoir été dans une situation où on lui disait quoi penser et dans quel sens aller. Donc, il a créé Redacted, où tous les jours, il va passer environ, ça peut être entre 1h, 45 minutes et 3 heures sur des sujets d'actualité. Et c'est quelqu'un qui creuse en profondeur sur des tas de choses. Et là, j'étais étonné de trouver ceci chez lui, alors que jusqu'à maintenant, j'ai vu personne d'autre qui en parlait, mais ça m'a interpellé. Alors, je vais seulement prendre dans cet extrait les 3 premières minutes et demie avec vous, et ensuite, je vous conseillerais de regarder le tout qui dure 21 minutes, sur Redacted, ça s'écrit Redacted, R-E-D-A-C-T-E-D, sur le time travel, le voyage à travers le temps. Vous voyez pourquoi c'est quelque chose qui est assez choquant. Alors allons-y, je vais lancer ça. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un sous-titrage. Quand vous le regarderez, vous pouvez mettre le sous-titrage de traduction en français directement par écrit, parce que le tout est en anglais. Et moi, je vais vous lire le sous-titrage en français parce que je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas toujours la possibilité de nous regarder sur un écran chez vous tranquillement, que parfois vous êtes en train d'écouter ceci sur votre téléphone en format presque podcast, où vous allez seulement l'entendre. Et si vous ne faites que l'écouter, ben vous n'allez pas entendre tout ce qu'ils disent, donc je vais vous le lire également. Pour les autres, ne vous énervez pas du fait que je sois en train de lire quelque chose en même temps. C'est pour que ça puisse concerner tout le monde. Ok, on y va. Alors, je vais vous parler du voyage dans le temps. J'attends ça avec impatience toute la journée. J'ai hâte de parler avec Ashton Forbes toute la journée sur la technologie secrète. Oui, la Maison-Blanche a admis officiellement cette semaine, soit dit en passant, que nous possédons la technologie pour manipuler le temps et l'espace. En d'autres termes, une technologie de téléportation, de voyage dans le temps, comme la même technologie qui a été utilisée pour faire disparaître le vol MH370 de Malaysia Airlines dans les airs devant la caméra. Et au fait, les gens disent « Oh, cette vidéo a été démystifiée. Tais-toi. » Non, ce n'est pas le cas. En fait, c'est le contraire. Et ça a été nié et ça n'a pas été démystifié. Et l'homme qui a vraiment aidé à découvrir tout ceci, de but, c'est Ashton Forbes, qui est un de nos invités ici. Je l'appelle un physicien parce qu'il est journaliste citoyen et l'une des personnes les plus prolifiques dans ce domaine. Je suis ravi de vous avoir dans l'émission Sport et de pouvoir vous poser des questions. C'était très agréable, Clayton, de parler de tout ça. J'espère qu'on va s'amuser ici. J'attends avec grande impatience. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vous avoir. C'est à cause de cette bombe. Il y a eu quelques histoires au cours de ces dernières semaines qui sont sortis. Je veux jouer le premier extrait sonore du général Quasask. Il a travaillé dans le Colorado pour former des individus et il a vu cette technologie. Je pense sur les bureaux des ingénieurs de l'armée, de l'air des États-Unis et c'est essentiellement admettre que nous avons cette technologie incroyable qui nous permet de téléporter des transports d'une manière qui ne vous épaterait alors que, regardons quelque chose. Et voilà qui dit, la technologie est sur les bancs d'ingénierie aujourd'hui, mais la plupart des Américains et la plupart des membres du Congrès n'ont pas eu le temps d'examiner en profondeur ce qui se passe ici. Mais moi, j'ai eu l'avantage de 33 ans d'études et de devenir ami avec ces ingénieurs, ces scientifiques. Cette technologie peut être construite aujourd'hui avec une technologie qui n'est pas en développement pour transporter n'importe quel être humain de n'importe quel endroit de la planète Terre à n'importe quel autre endroit en moins d'1 heure pour fournir le Wi-Fi depuis l'espace où vous n'avez jamais besoin d'une tour de téléphone mobile, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez épatant. Excusez-moi, il y a une pub qui est en train de passer, donc je ne vais pas vous traduire la pub. Et voilà ce qui vient de se produire dans les 48 dernières de la Maison-Blanche de Trump, etc. Il y a quelqu'un qui est directeur de la politique scientifique à la Maison-Blanche, Michael Cretus, a parlé de tout ceci. Nous avons en ligne, des avions en ligne qui sont plus lents qu'avant. Nos trains rampent par rapport à ceux d'autres parties du monde. Nos voitures ne volent pas.
Les progrès ne sont pas arrêtés, mais quelque chose a mal tourné. La stagnation était un choix. Nous avons pesé sur nos constructeurs, nos innovateurs. Le régime réglementaire bien intentionné des années 70 sont devenus un cliquet de plus en plus serré. D'abord en entravant la capacité de l'Amérique à devenir un exportateur net d'énergie, puis en rendant la construction de plus en plus difficile, et les structures des bureaucrates nous ont embrouillés. Nous sommes capables de bien plus. Nos technologies nous permettent de manipuler le temps et l'espace. Elles annihilent la distance, permettent aux choses de croître et d'améliorer la productivité. Alors vous voyez, après vous pouvez regarder tout le reste par vous-même, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a interpellé. Comme vous le savez, la plupart des grandes découvertes ont d'abord servi pour des causes militaires. L'Internet existait déjà des décennies et des décennies avant qu'il ne devienne public au début des années 90. On sait que dans les années 80, il y avait le Minitel déjà en France, mais les premières structures d'Internet existaient déjà dans les années 60. Mais pour la DARPA, pour des causes militaires. Il y a toujours des premières choses qui sont faites pour des causes et des raisons militaires, ou de l'espace, ou de choses dans ce genre, qui ensuite permettent à tout le monde de le savoir. Ce que l'autre disait sur le fait qu'il y avait eu un ralentissement, une stagnation presque volontaire dans les années 70, moi je me souviens aux États-Unis, pendant la deuxième partie des années 70, la période où Jimmy Carter était président des États-Unis, il y avait comme un grand coup de frein sur tout, qui a été libéré un peu dans les années 80 sous Reagan, mais fin des années 70, c'est terrible. L'inflation était débordante, elle était immense, mais en même temps, il y avait de plus en plus de réglementations. C'était les années où on a commencé à faire peur par rapport à la pollution, manque de pétrole. Au début, c'était manque de pétrole, c'était même pas pollution, c'était manque de pétrole. Et on avait créé une vitesse limite sur tous les autoroutes aux États-Unis. C'est la première fois où le gouvernement fédéral américain imposait une limitation de vitesse sur tous les États-Unis. Sinon, c'est revenu maintenant, comme c'était auparavant, c'est par chaque État. Il y a des États, par exemple, pendant la journée dans le Montana, sur les grandes autoroutes, il n'y a pas de limitation de vitesse pendant la journée. Vous pouvez rouler à la vitesse à laquelle vous voulez, un peu comme sur certains bouts d'autoroute en Allemagne. Et ensuite, c'est à chaque État d'imposer ce qu'il veut imposer ou pas, parce que les permis de conduire, même si vous avez le droit de rouler dans n'importe quel État avec votre permis de conduire, les permis de conduire sont établis par chaque État. Et donc, la première fois, c'était fait au niveau fédéral dans les années 70, sous Carter, on avait imposé une vitesse limite de 88 km/h, 55 miles à l'heure, 88 km/h dans tous les États-Unis. Moi, je me souviens, mais on se traînait. À la limite, c'était dangereux parce que les gens devenaient vraiment très impatients. Et puis en plus, sur des trajets très longs qui peuvent exister aux États-Unis, vous aviez tous les risques de vous endormir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était très positif sur ce point-là. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec tout ceci. Moi, j'attends avec grande impatience davantage d'informations. Mais imaginez que tout ceci soit vrai. La téléportation peut se faire. Le voyage à travers le temps et l'espace peut se faire. Ça change tout. Ça change toutes les donnes. J'ai hâte d'en savoir plus et dès qu'on saura quelque chose de sérieux, on le partage. Alors maintenant, je vais vous rappeler que si vous voulez nous aider dans tout ce que nous faisons, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et parce que si vous considérez que ce qu'on est en train de dire, c'est pas ce que vous trouvez sur d'autres chaînes, etc., ben c'est important que vous ameniez davantage de personnes. Soyez pas seulement des consommateurs, soyez des ambassadeurs de points de rupture envers des autres. Et je vous dis maintenant à lundi prochain à 19h. Aujourd'hui, je vous rappelle, nous sommes le vendredi
18 avril, donc ça nous amène à 19, 20, 21, le lundi 21 avril, on se retrouve à 19 heures. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très très joyeuses Pâques.